Elle est restée silencieuse lorsque le service de facturation de l'hôpital a viré les 150 000 $ de frais directement sur sa carte de crédit. À 5h40 du matin, 4 heures avant qu'il ne soit censé m'ouvrir la poitrine. Une femme nommée Chérie, des services financiers aux patients, s'est penchée sur mon brancard, tenant un presse-papier contre son ventre comme un bouclier. Et m'a dit que mon assurance n'existait pas. Pas expirée, pas en attente, elle n'existait tout simplement pas. Résiliée à 23h59 la veille, a-t-elle dit, comme si elle lisait un bulletin météo. Je me souviens avoir ri, un rire court et laid, parce que j'étais déjà en blouse. J'avais déjà un bracelet d'hôpital attaché à mon poignet. Et une infirmière nommée Colette dessinait déjà une cible sur ma poitrine avec un marqueur violet pour la réparation de la valve. J'ai dit à Chérie qu'il devait y avoir une erreur système. Je lui ai dit que j'avais cette couverture par l'intermédiaire de mon employeur depuis 6 ans. Elle a dit qu'elle comprenait ma frustration. Puis elle m'a demandé très doucement si j'avais une carte de crédit qui pourrait supporter un acompte de 40 000 $, car sans couverture active. L'hôpital Ashgrove Memorial ne pouvait pas me programmer pour la salle d'opération. Mes mains se sont mises à trembler si fort que je ne pouvais pas signer mon propre nom sur le formulaire de consentement. Je ne savais pas encore quel nom se cachait tranquillement derrière cette annulation. Déjà connecté à un portail à 5 km de là. Actualisant déjà un email de confirmation qu'elle s'était envoyé la veille. Je ne le découvrirai que 9 jours plus tard. À ce moment-là, ce ne serait plus seulement mon problème. Ce serait le sien. J'étais architecte depuis 6 ans. Le genre de carrière stable et sans grand prestige avec laquelle ma mère me présentait aux fêtes. Mon fils conçoit des bibliothèques. Quand j'étais un adulte indépendant, hors de son assurance, hors de son bail. Hors de son radar pendant ce que je croyais sincèrement être la plupart de ce temps. J'avais ma propre assurance maladie par l'intermédiaire de mon cabinet depuis l'âge de 23 ans. Je payais mon propre loyer. J'avais demandé Angeline Naillet en mariage en avril. Dans le rayon des fruits et légumes de l'épicerie à 2 rues de son appartement. Parce que je ne pouvais pas attendre d'être dans un endroit plus photogénique. Et elle avait dit oui avec un sac de citron encore à la main. Mon père, Walter, est décédé quand j'étais en 2e année d'université, un anévrisme. Sans avertissement, parti avant qu'une ambulance ne puisse l'atteindre. Et les 2 années qui ont suivi ont été dures pour ma mère. D'une manière que je n'ai comprise que rétrospectivement. Denise Ferry n'avait jamais travaillé à plein temps de son vivant. Elle s'est démenée. A pris un emploi de commis à la facturation au bureau des comptes patients du réseau de santé Ashgrove. M'a mis sur un plan familial temporaire Cobra pendant que je terminais mes études. Elle a maintenu les lumières allumées. Je me souviens de cette période comme de sa plus belle heure. Je le pense toujours, en grande partie. Elle ne m'a jamais laissé voir à quel point elle avait peur. Elle était douée pour ce travail d'après ce que j'ai compris, méticuleuse. Le genre d'employé qui apprenait chaque bizarrerie d'un système que les autres utilisaient. Simplement au premier degré. Elle a quitté la facturation il y a 8 ans après une série de compressions de personnel et tenait maintenant les comptes à temps partiel pour un petit cabinet dentaire à 2 villes de là. Un travail qu'elle a décrit plus d'une fois comme étant bien, mais pas exactement essentiel. J'entendais une sorte de nostalgie dans la façon dont elle disait « essentiel ». Comme si cela lui manquait d'être la personne sur laquelle tout un service comptait discrètement. Pour savoir où les choses étaient classées. Je n'ai jamais fait le lien avec quoi que ce soit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce que je ne savais pas, ce qu'aucun de nous ne savait apparemment. Y compris le propre service de conformité de l'hôpital, c'est que quelque part dans cette pagaille. Elle s'était désignée comme administratrice du foyer sur cette ancienne police familiale. Un avenant provenant d'une restructuration de police qu'elle avait traitée elle-même. À son propre bureau, pour sa propre famille. J'ai obtenu ma propre couverture d'employeur l'année de mes 26 ans. L'ancienne police aurait dû être dissoute. Son accès aurait dû être dissous avec elle. Ce ne fut pas le cas. Elle a gardé l'identifiant. Elle se disait que c'était, juste au cas où. J'aurais dû remarquer les premiers signes. Je me suis dit que ce n'était rien, ce qui est en soi un signal d'alarme rétrospectivement.
Elle connaissait le nom de mon cardiologue avant que je l'ai mentionné 2 fois. Une fois, elle a demandé, de but en blanc, si ma nouvelle franchise était gérable. Et je me souviens avoir pensé brièvement que c'était une question étrangement spécifique de sa part concernant un régime qu'elle n'avait jamais vu. J'ai laissé tomber. C'était ma mère. Les mères s'inquiètent. Il y avait un SMS dominical qu'elle envoyait depuis aussi longtemps que je me souvienne. As-tu mangé quelque chose avec des protéines aujourd'hui? Et je l'avais toujours classé comme inoffensif. Je n'ai jamais remis en question le fait qu'elle ait une fois mentionné l'assistante de planification de mon cardiologue par son prénom. Une femme dont j'étais presque sûr de n'avoir jamais prononcé le nom à haute voix devant elle. Quand Angélie et moi lui avons annoncé au dîner que nous avancions le mariage du printemps prochain à septembre. Ma mère a posé sa fourchette très soigneusement et a demandé. Pourquoi cette précipitation, sur un ton qui ressemblait à l'époque à une simple déception? Avec le recul, cela ressemblait à toute autre chose. Comme une femme faisant des calculs dans sa tête et n'aimant pas la réponse. La première chose que j'ai faite, 40 minutes avant qu'il ne me conduise en salle de préopération avec les 40 000 $ d'un étranger maintenant sur ma carte Visa, a été de l'appeler. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Milo, il n'est même pas 6 heures. Mon assurance a disparu, ai-je dit. Il est indiqué résilié la nuit dernière. Je suis à l'hôpital. Ils ont besoin d'un acompte. Ils reportent l'opération. Il y a eu une pause à laquelle je repenserai pendant des semaines par la suite. Pas le choc. Pas la confusion maladroite de quelqu'un qui entend une mauvaise nouvelle pour la première fois. Mais un temps d'arrêt trop long, un souffle retenu. Ça n'a aucun sens, a-t-elle finalement dit. Appelle la compagnie d'assurance. C'est probablement une erreur informatique. Je ne peux appeler personne, maman. Je suis sur le point de subir une anesthésie. Alors ne t'en fais pas pour l'instant. Concentre-toi sur l'opération. Je vais m'en occuper. Je l'ai cru. Je veux être honnête à ce sujet. Sur le moment, groggy et terrifié. En train d'être préparé pour que quelqu'un arrête et redémarre mon cœur. J'étais reconnaissant qu'elle ait l'air si sûre d'elle. J'ai laissé une infirmière poser ma perfusion pendant que la voix de ma mère était encore chaude à mon oreille. Me disant que tout irait bien. Et il ne m'est venu à l'esprit que 3 jours plus tard. Qu'elle est dans un lit de convalescence avec une poitrine pleine d'agrafes. Qu'elle ne m'avait jamais demandé qui appelait, quel était le numéro de police. Ou même le nom de la compagnie d'assurance qu'elle comptait appeler. L'opération s'est bien passée. Le docteur Félix Adair. Le chirurgien cardiothoracique qui faisait des réparations de valves depuis 16 ans et avait le calme imperturbable d'un homme qui avait vu tout ce qu'un cœur humain pouvait faire de mal. M'a dit après que la réparation s'était déroulée exactement comme prévu. Il m'a aussi dit, presque en passant, que l'acompte que j'avais versé serait régularisé une fois ma situation de couverture résolue. Je n'y ai pas beaucoup pensé. J'étais sous analgésique. Je pensais que le pire était passé. Pendant 3 jours, la convalescence a dévoré chaque heure que j'avais. Angélie a dormi dans le fauteuil inclinable à côté de mon lit d'hôpital la première nuit. Puis a traîné une table de bridge dans notre salon la seconde. Empilée de flacons de médicaments et d'un bloc-notes où elle suivait les heures de prise de médicaments avec une écriture plus nette que la mienne ne l'avait jamais été. Même avant l'opération. Mes collègues ont envoyé une corbeille de fruits avec une carte qui disait « Rétablis-toi bien. Toi et tes terribles opinions sur le café nous manquaient. » J'ai dit à un collègue, Prianche. Au téléphone que le quiproquo de l'assurance avait été le pire mardi du monde et j'en ai ri. Parce que rire de ça semblait plus facile que de faire face à l'alternative. Que quelqu'un avait voulu que ça arrive. Ce n'était pas le cas. 6 jours après l'opération, me déplaçant encore comme un homme de 2 fois mon âge. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert le courrier que j'avais laissé s'accumuler. Enterré sous 2 catalogues et une brochure de lieu de mariage qu'Angélie avait laissé traîner Trouver une enveloppe du réseau de santé Ashgrove. À l'intérieur, une seule feuille. Une confirmation de modification de police horodatée à 23h42 la veille de mon opération. Faisant référence à la police de groupe 48291B.
L'expéditeur était indiqué comme des Ferry, administratrice de foyer autorisée. Je l'ai lu 4 fois avant que les lettres cessent de se réorganiser en quelque chose qui avait du sens. Des Ferry. L'initiale de ma mère, le nom de ma mère. Je me suis dit, assis là avec mes agrafes encore en train de guérir sous ma chemise. Que ce devait être un fantôme administratif. Un ancien compte qu'elle n'avait jamais complètement fermé. Mal classé et signalé par erreur lors d'une mise à jour du système. J'ai appelé la ligne générale de facturation d'Ashgrove et j'ai demandé. Aussi calmement que possible, si un compte à mon nom avait un administrateur de foyer rattaché. La représentante m'a mis en attente pendant 11 minutes et est revenue avec un air mal à l'aise. Il y a un indicateur administratif actif sur une ancienne police liée à votre numéro de sécurité sociale. A-t-elle dit. Il est là depuis 2019. Depuis 2019, 3 ans avant même que je me fiance. Mes mains, encore faibles après une semaine dans un lit d'hôpital, ne cessaient de trembler pendant que je notais la date. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé sans détour si elle savait quelque chose à propos d'un indicateur d'administrateur de foyer sur une ancienne police. Il y eut de nouveau cette pause. Je commençais à la reconnaître maintenant. De la même manière que l'on reconnaît un tic chez quelqu'un que l'on a vu bluffer pendant 30 ans. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, a-t-elle dit. Probablement de vieux papiers de l'époque où ton père est mort. Tu sais comment ces systèmes ne suppriment jamais vraiment rien? Alors comment cela a-t-il pu résilier ma couverture la veille de mon opération? Je ne sais pas, Milo. Les ordinateurs ont des bugs. Tu agis comme si je t'avais fait ça exprès. Je n'avais rien dit à propos d'une intention. J'ai remarqué, même à travers le brouillard de la convalescence et du Percocet, qu'elle avait répondu à une question que je n'avais pas posée. Je l'ai rappelé 20 minutes plus tard. Une fois que ma tête s'était suffisamment éclaircie pour penser de manière logique. Et je lui ai demandé directement si elle avait toujours accès à mon ancien régime familial. Elle a ri. Un son court et cassant que je reconnaissais de toutes les quasi-disputes que nous avions jamais eues. Milo. Cette police n'existe plus depuis des années. Pourquoi aurais-je accès à quelque chose qui n'existe pas? C'était, je le réaliserai bien plus tard, une non-réponse déguisée en réponse. Une phrase qui sonnait comme un déni sans rien nier en réalité. À l'époque, endolori et fatigué, et voulant désespérément la croire, j'ai laissé tomber. Angélie a trouvé le PDF de l'avenant sur mon ordinateur portable 2 nuits plus tard. Pendant que je dormais sur le canapé avec une poche de glace oubliée sur ma poitrine. Elle m'a réveillé en le tenant. Son visage exprimant quelque chose que je n'avais pas vu depuis notre rencontre. Pas de la colère, exactement. Plutôt l'immobilité spécifique de quelqu'un qui recalcule tout ce qu'il pensait comprendre d'une personne. Il y a le nom de ta mère dessus, a-t-elle dit. Milo, ce n'est pas un bug. Quelqu'un s'est connecté et a changé quelque chose. Elle a dit qu'elle n'en savait rien. Alors pourquoi le compte n'a-t-il jamais été fermé? Je n'avais pas de réponse. J'ai rappelé Ashgrove le lendemain matin et leur ai demandé de m'envoyer l'historique complet du compte. Pas seulement l'avenant. Il a fallu 4 jours ouvrables. Un fax et l'intervention d'une superviseure nommée Renata Sorançon pour que quelqu'un le produise. Quand il a finalement atterri dans ma boîte de réception. Il faisait 14 pages et documentait 7 ans d'activité discrète sur un compte que je croyais sincèrement mort. Des eurodatages de connexion, quelques petites modifications. Une note sur la vérification du bénéficiaire enregistrée la semaine où j'ai dit à ma mère qu'Angélie et moi avions avancé la date du mariage. Le document lui-même était presque comiquement bureaucratique. Un mur d'horodatage et de code de portail sous une colonne intitulée « Type d'action » qui répétait les 2 mêmes entrées encore et encore. Voir, modifier. Je l'ai imprimé à la boutique de photocopie près de mon immeuble parce que notre imprimante domestique était à court de toner depuis 2 ans et qu'aucun de nous ne l'avait remarqué. Et je suis resté au comptoir à le lire pendant qu'un adolescent réapprovisionnait le papier à 2 mètres de là. Complètement indifférent au fait que toute ma compréhension de ma mère était en train de se réorganiser tranquillement entre mes mains. Le mariage. J'ai longuement réfléchi à cela.
2 semaines après que je lui ai dit que nous nous marierions en septembre au lieu du printemps suivant. Quelqu'un s'était connecté à un compte d'assurance dont je ne connaissais pas l'existence et avait commencé à faire des changements. Mon estomac s'est noué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'opération. La partie financière est venue ensuite, et elle est venue vite. Le service de facturation d'Ashgrove. Traitant toujours l'indicateur d'administrateur de foyer comme légitime. Avait traité mon acompte chirurgical de 40,000 $ comme un paiement partiel sur une facture totale d'un peu plus de 50,000 $. Et parce que le garant officiel de cette même police héritée était répertorié comme étant des Ferry. Et non moi, le solde restant ne m'est pas parvenu du tout. Il lui est parvenu à elle. Je ne savais même pas que « garant officiel » était une désignation réelle jusqu'à ce que je la recherche. Debout dans ma propre cuisine, le café refroidissant sur le comptoir. Cela signifiait, en termes simples, que quelque part dans le système d'Ashgrove, le nom de ma mère, et non le mien, était celui légalement attaché à la promesse de payer pour mon opération. Une promesse qu'elle n'avait jamais faite à voix haute à personne, et encore moins à moi. J'ai pensé à chaque quote-part que j'avais moi-même couverte. À chaque prime que j'avais payée à temps. Fier de la petite manière stupide dont on est fier de ce genre de choses. Et j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait importé pour un système informatique qui, sur le papier, me considérait toujours comme sa personne à charge. Je l'ai découvert parce qu'elle m'a appelé. La voix tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue. Et m'a demandé si j'avais vu quelque chose d'étrange de la part de l'hôpital récemment. Je lui ai parlé de la lettre d'avenant. Elle m'a dit, de manière peu convaincante, qu'il devait y avoir une confusion sur l'identité du garant, qu'elle allait se renseigner. 3 jours plus tard, Angélie, qui travaille dans les opérations et lit des états financiers pour gagner sa vie, a remarqué une autorisation de 150,000 $ apparaître et disparaître sur un compte de crédit au nom de ma mère. Remplacé par un débit récurrent plus petit et plus discret. Ma mère essayait de négocier avec l'hôpital pour le réduire et le rembourser discrètement de son côté. Sans jamais me dire que cela lui était tombé dessus. Je l'ai confronté à ce sujet aussi, au téléphone. Ma main pressée à plat contre mon sternum où ça faisait encore mal quand j'élevais la voix. Tu savais que ça se passait, et tu allais juste payer sans rien dire. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, a-t-elle dit. Tu viens de subir une opération à cœur ouvert. Je ne suis pas inquiet. Maman. J'essaie de comprendre pourquoi l'hôpital pense que tu es financièrement responsable de moi. Silence à l'autre bout du fil, assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. La 5e chose qui s'est effondrée n'était pas à moi de la trouver. Angélie l'a trouvée en parcourant les papiers pour le mariage. Plus précisément un prêt auto conjoint d'il y a 4 ans que j'avais co-signé avec ma mère quand ma vieille voiture était tombée en panne et que mon crédit était encore faible à cause des dettes de l'école d'architecture. Je l'avais remboursé, ou je le pensais. Angélie a consulté le compte en ligne pour l'ajouter à notre tableur, dette à solder avant le mariage, et a découvert que ma mère ne s'était jamais retirée en tant que co-emprunteuse. Et avait fait 2 fois au cours des 2 dernières années de petits paiements non sollicités sur un prêt qui avait un solde nul. Des paiements qui maintenaient le compte actif au lieu de le laisser se fermer. Elle fait ça sur plus d'un compte, a dit Angélie. Et je l'ai regardé poser l'ordinateur portable très soigneusement. De la manière dont on pose quelque chose quand on ne fait pas confiance à ses propres mains pour ne pas le jeter. Milo, ce n'est pas une femme qui a oublié de se retirer d'une vieille police. C'est un schéma. Quand j'ai appelé le prêteur pour demander pourquoi son nom était toujours attaché à un prêt remboursé, le représentant a lu 2 paiements des 18 derniers mois, 340 $ en mars. 280 $ en novembre précédent. Assez petit pour que ni Angélie ni moi n'ayons jamais remarqué leur absence. Car ils n'étaient jamais venus de nos comptes. Ma mère avait discrètement payé pour rester attachée à quelque chose qui n'avait plus besoin d'elle. La même forme exacte que tout le reste. La planification du mariage s'est arrêtée cette semaine-là. Nous étions en train de choisir un traiteur. Au lieu de cela, nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec 2 ordinateurs portables ouverts. Sortant tous les comptes que l'un ou l'autre d'entre nous avait jamais partagés avec ma mère.
et trouvant son nom tranquillement toujours attaché à 3 d'entre eux. Je suis allé chez elle un jeudi avec l'historique de compte de 14 pages imprimé et plié dans la poche de ma veste. Parce qu'une partie de moi avait besoin de le lui remettre en main propre plutôt que de simplement dire les mots. Elle m'a laissé entrer, a préparé un thé que nous n'avons ni l'un ni l'autre bu. Et pendant 20 minutes. Elle m'a raconté la même histoire d'erreur informatique avec des formulations légèrement différentes à chaque fois. Jusqu'à ce que je pose les papiers sur sa table de cuisine à côté d'une soucoupe ébréchée qu'elle possédait depuis avant la mort de mon père et que je pointe du doigt l'horodatage de connexion 2 semaines après l'annonce de nos fiançailles. Elle l'a regardé pendant un long moment, puis elle m'a regardé. Et quelque chose sur son visage a tout simplement cessé de jouer la comédie. Dis quelque chose, ai-je dit, et ma voix s'est brisée d'une manière qui m'a embarrassé. Dis-moi que je me trompe à ce sujet. Elle ne l'a pas fait. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Et quand elle a finalement parlé, ce n'était pas le déni auquel je m'étais préparé. Je ne l'ai pas fait pour te faire du mal, dit-elle doucement. Comme si elle avouait quelque chose de moins grave que ça ne l'était. Je voulais juste qu'on se parle vraiment. Tu t'éloignes depuis des mois, Milo. Depuis que tu as avancé le mariage, et je me suis dit que si quelque chose arrivait. S'il y avait une crise. On devrait redevenir une famille pour un moment. Je ne pensais pas que ça te mettrait vraiment en danger. Je pensais que l'hôpital m'appellerait et que j'expliquerais tout avant même que tu ne t'en rendes compte. J'ai entendu ma propre voix sortir, plate, méconnaissable. Tu as annulé ma couverture la veille où quelqu'un m'a ouvert la poitrine pour que j'ai besoin de toi. J'avais besoin de compter, a-t-elle dit, et ses mains tremblaient maintenant aussi. D'une manière qui rendait difficile de la haïr purement et simplement. Tu vas te marier. Tu n'as plus besoin de moi pour quoi que ce soit. Je veille sur toi depuis des années et ça me donnait l'impression d'avoir encore une place dans ta vie. Et puis j'ai paniqué. J'ai fait quelque chose de stupide et je suis tellement désolé. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Que je n'ai jamais voulu. Je voulais être en colère d'une manière simple et nette. Le genre qu'on voit dans les films. Mais ce que je ressentais réellement, assis dans sa cuisine, était plus compliqué que ça. De la rage mêlée à un chagrin étrange et non désiré pour une version d'elle qui n'aurait jamais eu besoin de faire tout ça. Qui aurait pu simplement me demander de venir dîner plus souvent au lieu de jouer avec mon cœur pour attirer mon attention. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur l'un ou l'autre de ces sentiments. Mon téléphone a sonné dans ma poche, la coupant. Un numéro inconnu d'Ashgrove. J'ai répondu, debout dans la cuisine de ma mère. Regardant son visage pâlir alors qu'elle entendait ma partie de la conversation. Et une femme s'est présentée comme Renata Sorenson, directrice des services financiers aux patients. Et a dit que le bureau de conformité de l'hôpital avait signalé un accès administratif irrégulier sur mon compte remontant à 2019 et qu'il devait me parler. Ainsi que, séparément, à la personne répertoriée comme administratrice du foyer. Avant la fin de la semaine. Renata Sorenson travaillait à Ashgrove depuis 22 ans. Assez longtemps, il s'est avéré. Pour se souvenir d'avoir formé une jeune employée de facturation nommée Denise Ferry sur le système même d'administrateur de foyer que ma mère avait discrètement maintenu en vie. Elle n'a pas dit cela lors de notre première rencontre. Je l'ai découvert plus tard, presque par accident. Quand elle a mentionné en passant que la structure du compte était une ancienne conception datant d'avant mon arrivée à la tête de ce département. Que quelques-uns de nos employés de longue date comprenaient encore mieux que les nouvelles recrues. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'elle parlait de ma mère. Renata s'est assise en face de moi dans une petite salle de conférence avec une boîte de mouchoirs que personne n'a utilisée et m'a dit. Dans le langage prudent et surarticulé de quelqu'un qui a prononcé une phrase difficile de nombreuses fois auparavant. Que l'audit de conformité de l'hôpital avait confirmé une utilisation non autorisée de l'accès administratif pour modifier le statut de couverture de mon compte. Que la désignation du garant officiel n'avait jamais été légalement mise à jour lorsque j'étais passé à mon propre régime d'employeur. Et que l'hôpital portait une certaine responsabilité pour ne pas avoir purgé l'accès après la restructuration de la police initiale 7 ans plus tôt. Cela n'excuse pas ce qui a été fait avec, a-t-elle dit.
Mais cela signifie que ce n'est pas seulement le gâchis de votre mère à nettoyer. C'est aussi le nôtre. Elle a fait glisser un journal d'audit imprimé sur la table. Le même historique de connexion que j'avais déjà. Mais à noter maintenant avec la terminologie de l'hôpital. Accès non autorisé au portail, erreur de désignation du garant. Un enregistrement des identifiants d'employés qui avaient touché le dossier et quand. Angélie était assise à côté de moi, prenant ses propres notes. Comme elle le fait dans chaque réunion qui pourrait un jour devoir être défendue devant quelqu'un d'autre. Renata a répondu à toutes les questions que nous avions sauf une. Pourquoi l'indicateur avait-il survécu à 2 migrations de systèmes distinctes en 2021 et de nouveau l'année précédente sans que personne ne le remarque? Elle n'avait pas de réponse à cela, ni personne d'autre à Ashgrove. 2 jours plus tard. Le détective Owen Marsh de l'unité des crimes cybernétiques et financiers du département. 14 ans de service, a appelé pour me demander si je voulais déposer une plainte. L'accès informatique non autorisé pour modifier la couverture d'assurance, a-t-il expliqué, pourrait relever des lois de l'État sur la fraude à l'identité et la criminalité informatique. Indépendamment de tout litige civil existant sur les frais du garant. Il m'a expliqué ce qu'une plainte formelle impliquerait réellement. Une conservation judiciaire de tous les journaux que le compte avait jamais générés. Une chaîne documentée de qui avait touché les serveurs d'Ashgrove et quand. Une loi qui couvrait techniquement ce qu'elle avait fait comme un accès informatique non autorisé entraînant des lésions corporelles. Ce qui, a-t-il dit, était un crime dans notre État si un procureur voulait pousser les choses aussi loin. Il a dit le mot « crime » lentement. Comme s'il voulait s'assurer que je comprenais le poids de celui-ci avant de décider quoi que ce soit. Il a pris soin de ne me pousser dans aucune direction. Certaines familles portent plainte, a-t-il dit. Certaines veulent juste que l'accès soit coupé et que l'argent soit démêlé. C'est votre décision. Pas la mienne. J'ai rencontré une avocate spécialisée en fraude dans les soins de santé nommée Nadine Ozet cette même semaine. 11 ans dans un cabinet construit presque entièrement autour des litiges de facturation hospitalière. Qui m'a expliqué le concept de garant officiel avec des mots qui ont finalement fait que tout le mécanisme s'est mis en place. Parce que l'ancien avenant de ma mère n'avait jamais été formellement rompu. Et parce que c'était elle qui avait entré le changement la veille de l'opération. Le système d'Ashgrove l'avait traité, elle et non moi. Comme financièrement responsable d'une facture générée par une opération qu'elle n'avait pas autorisée. À laquelle elle n'avait pas assisté, et qu'on ne lui avait jamais demandé de payer. Elle s'est construit un levier pour vous rapprocher, a dit Nadine, sans méchanceté. Et la mauvaise tenue des dossiers de l'hôpital a transformé ce levier en une dette. Ce n'est pas de la justice poétique. C'est juste ce qui arrive quand personne ne nettoie les vieux papiers. Je me suis retrouvé avec 14 pages d'historique de connexion, la carte d'un détective des fraudes. La lettre de provision d'une avocate et une directrice de la conformité qui formait autrefois ma mère. Et j'ai compris pour la première fois que cela avait cessé d'être une dispute privée entre un fils et sa mère. C'était devenu un dossier. Le choix m'est tombé dessus un mardi. Avec moins de 24 heures avant que le bureau de conformité d'Ashgrove ne ferme sa fenêtre interne pour transmettre l'affaire soit à une saisine officielle pour fraude, soit vers une résolution administrative. Le détective Marsh avait besoin de ma décision sur la plainte pénale pour 17 heures le lendemain. Après-midi. Nadine avait besoin de savoir si je voulais qu'elle rédige une mise en demeure civile qui romprait légalement tous les comptes encore enchevêtrés entre ma mère et moi. Ce qui mettrait presque certainement fin à toute relation qui survivrait à cela. Ma mère avait laissé 4 messages vocaux, chacun plus court que le précédent. Le dernier ne durait que 11 secondes. Le temps de sa respiration avant qu'elle ne raccroche sans rien dire du tout. Angélie était assise en face de moi à la table de la cuisine où tout cela avait commencé à se dénouer. Le tableur du traiteur toujours ouvert et abandonné dans un autre onglet. Et elle m'a posé la seule question qui comptait. Que veux-tu vraiment, Milo? Pas ce qu'elle mérite. Ce que tu veux. Ma gorge était si serrée que je ne pouvais pas lui répondre tout de suite. Mes mains, des mois après l'opération, avaient pour la plupart cessé de trembler d'elles-mêmes. Sauf quand je pensais à ça. Quand elle recommençait.
comme si elle se souvenait de quelque chose que ma tête essayait encore de résoudre. Je n'arrêtais pas de faire le calcul dans ma tête, le même calcul encore et encore. Une plainte pour crime qui mettrait ma mère de 61 ans dans une salle d'audience. Ou une ordonnance civile qui ferait d'elle une étrangère avec mon nom de famille. Aucune de ces réponses ne me semblait m'appartenir. Je n'avais pas de réponse pour elle ce soir-là. J'avais une cicatrice chirurgicale qui tirait encore quand je riais. Une mère qui avait orchestré une crise de santé plutôt que de perdre sa pertinence dans ma vie. Et une somme de 150 000 $ en litige entre deux personnes qui se faisaient autrefois entièrement confiance. J'ai pris mon téléphone à 23h40, la carte du détective marche posée contre mon verre d'eau. Et j'ai tapé un message pour lui. Mon pouce planant au-dessus de « envoyer » pendant une longue minute silencieuse avant que je ne l'ai pas envoyé cette nuit-là. J'ai appelé Nadine dès le lendemain matin et lui ai dit que ce que je voulais. C'était une séparation formelle, pas une poursuite. Tous les comptes joints fermés. Toute trace d'accès administratif retirée de tous les systèmes qui portaient encore mon nom. Par écrit, exécutoire, permanent. J'ai aussi appelé le détective Marche et je lui ai dit que je ne déposais pas de plainte pénale. Mais que je ne lui demandais pas non plus de classer le dossier. Je voulais que les conclusions de la conformité de l'hôpital soient consignées au cas où quelque chose comme ça se reproduirait. Il a fallu 11 jours pour tout dénouer. L'audit de Renata a confirmé ce que l'historique du compte avait déjà montré, 7 ans d'accès discret. Y compris 2 cas antérieurs bien avant l'opération. Où ma mère s'était connectée pour vérifier des rendez-vous et des ordonnances dont je ne lui avais jamais parlé. La juge Yolanda Reyes a signé l'ordonnance de séparation financière d'urgence qui a clôturé le prêt auto. La police héritait. Et tous les comptes partagés restant dans la même semaine à la demande de Nadine. Sans qu'aucun de nous n'ait à dire un mot dans une salle d'audience. Le bureau de conformité d'Ashgrove a émis à l'encontre de ma mère une constatation formelle d'accès non autorisé et l'a mise sur un plan de remboursement obligatoire pour la partie de l'erreur de l'hôpital que l'audit a déterminé comme étant la sienne, pas la totalité des 150 000 $, puisque l'hôpital avait contribué à la défaillance en ne purgeant jamais l'accès. Mais un vrai chiffre. Assez réel pour qu'elle doive vendre sa voiture pour commencer à le rembourser. Pas d'accusation, pas d'arrestation, juste son nom par écrit. Attaché à ce qu'elle avait réellement fait. Pour la première fois en 7 ans, elle m'a appelé le jour où la lettre de conformité est arrivée. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle n'en a pas laissé. Le mot qu'elle avait utilisé dans sa cuisine me revenait sans cesse. J'avais besoin de compter. Je l'ai retourné pendant des semaines. De la même manière qu'on retourne une pierre pour voir ce qu'il y a en dessous. Elle avait passé 7 ans à concevoir des moyens de continuer à compter pour un fils qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Et en essayant de fabriquer un moment où il aurait besoin d'elle, elle était finalement, formellement, sur le papier, dans une ordonnance du tribunal et un dossier de conformité. Devenu quelqu'un dont il n'avait légalement plus besoin du tout. Angélie et moi nous sommes mariés en septembre comme prévu. Dans un jardin avec des guirlandes lumineuses et un traiteur que nous avions finalement choisi avec des semaines de retard. Ma mère n'était pas là. Je lui ai quand même envoyé une invitation. Parce qu'une partie de moi voulait toujours qu'elle soit la femme qui me présentait aux fêtes. Pas celle qui avait signé son propre nom sur un formulaire à 23h42. Elle n'est pas venue, et elle n'a pas appelé pour expliquer pourquoi. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas cherché d'explication. 6 mois plus tard. Elle a pris contact par l'intermédiaire d'une conseillère familiale que Nadine avait recommandée. Et nous avons recommencé à parler, d'abord sous supervision, 1 heure à la fois. Une règle qu'aucun de nous n'a écrite, mais que nous comprenons tous les deux. Elle rembourse toujours ce que le bureau de conformité a décidé qu'elle devait. Elle m'a demandé lors de notre 2e séance si je pensais qu'elle me serait un jour à nouveau vraiment nécessaire. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'elle soit nécessaire. Je voulais juste qu'elle soit ma mère, et que cela n'avait jamais été la même chose. Même avant que tout cela n'arrive. Elle a pleuré. Moi non. Je suis juste resté assis là, les agrafes guéries depuis longtemps. Attendant de voir ce qu'elle ferait de ça.
La première chose honnête que l'un de nous ait dite à l'autre depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre.